lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre Lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniac et du méthane. Il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible, car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou. L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un sweat à capuche, pas vrai? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés, et c'était exactement au pôle Sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du Soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres. Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du Soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur, et en plus, il y a aussi de l'ammoniac dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes, toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux, car il y a une sonde qui a atterri sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé Mars. La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la Lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'1 mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique. Si tu comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continu. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches.
Il aura 2 foreuses, un tas de capteurs, un spectrotruc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo, avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. Et comme tous les appareils de nos jours, il sera muni d'une caméra. Prépare-toi à voir des photos incroyables du paysage de Titan. La nuit sur Titan dure environ 8 jours terrestres. C'est à ce moment-là où le drone va se déployer sur toute la surface pour se recharger et analyser des échantillons. C'est long, mais c'est en fait une bonne chose. La distance de Titan à la Terre pose un petit problème. Le retard dans les communications. Lorsqu'ils envoient un signal au Dragonfly, depuis le centre de contrôle de la mission, il doit traverser la moitié du système solaire, ce qui prend plus d'1 heure. En comparaison, le retard du signal vers Mars peut être de 10 minutes, tandis que le retard du signal vers la Lune n'est que d'1 seconde environ. Les scientifiques s'attendent à ce que Dragonfly fournisse plus d'informations sur la possibilité de vivre sur Titan ou non. Certains experts espèrent y trouver ce que l'on nomme une soupe primordiale. C'est toute une sorte de potion avec tout un mélange de choses nécessaires à la vie. Nous avions cette même bonne soupe sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, et tous les organismes vivants qui ont existé ont évolué à partir de cette bouillie d'éléments organiques. Si le projet Dragonfly est un succès et que Titan s'avère être habitable, il aura une autre mission, trouver un endroit agréable où pouvoir nous installer. Mais créer une colonie autonome sur une autre planète serait certainement la chose la plus difficile que les humains aient jamais faite. Premier obstacle, la production d'énergie, probablement une sorte de centrale nucléaire. Puis viendrait un abri pour les humains et leurs machines. Ces nouveaux bâtiments sur Titan devront nous protéger du froid extrême et des intempéries. Ensuite, l'eau potable et l'oxygène. Il faudrait inventer un moyen de collecter ou d'organiser les deux. Ensuite, des serres pour la culture des aliments. Il faudrait aussi extraire du carburant pour le transport. Heureusement, Titan est rempli de méthane, ce qui est excellent comme carburant. Un énorme problème, la gravité. Comme elle est tellement faible sur Titan, quiconque y vivrait pourrait perdre beaucoup de masse musculaire, ce qui rendrait le travail difficile et même tout simplement la vie quotidienne. Il y a ces satanés cryovolcans qui lancent des trucs au hasard. Ou alors, il nous faut une idée plus radicale et plus audacieuse. Pourquoi ne pas changer l'atmosphère de Titan pour que nous puissions respirer sans avoir à porter une centaine de chapeaux et de gants? Pour faire cela, il faudrait terraformer la surface de Titan. Pendant longtemps, l'atmosphère de Titan a besoin d'être plus riche en oxygène pour que nous puissions respirer, et ce serait bien s'il faisait un peu plus chaud. La prochaine étape serait de créer une biosphère, c'est-à-dire introduire des plantes. Nous pourrions transformer Titan en une jungle luxuriante avec des plantes rapportées de la Terre. Mais à cause de la pression et de la gravité, elles auraient un aspect complètement différent des plantes que nous connaissons. Elles pourraient toutes devenir super grandes, ou peut-être qu'elles se réduiraient toutes à une taille minuscule. En fait, nous ne savons pas vraiment. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la vie est possible sur Titan. Les scientifiques se sont dit récemment qu'il pourrait y avoir aussi de la vie sur Vénus. Elle a en quelque sorte la même taille que la Terre, et les scientifiques l'appellent la sœur jumelle de la Terre. Ils ont découvert un gaz sur Vénus, la phosphine. On suppose qu'il a été fabriqué par des organismes vivants. Il s'avère que non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a un peu de phosphine qui se balade, mais beaucoup moins que ce que nous pensions au début. Bon, ne jugez pas trop vite les amis, la science sur les autres planètes est super dure. On fait toujours des erreurs comme ça. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète.
Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace.
Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ces deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre.
Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie.
En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, eh bien, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe, et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace.
Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan.
car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Jupiter a 79 lunes connues et les 4 plus grandes qui sont particulièrement intéressantes sont appelées les lunes galiléennes. Elles ont été nommées d'après Galileo Galilei qui les a découvertes au XVIIe siècle. Elles ont quelque chose en commun, mais en même temps, elles sont toutes très différentes. Europe est la plus petite des lunes galiléennes avec un diamètre de 3000 km. Elle tourne autour de Jupiter tous les 3 jours et demi. Les premières images que nous avons reçues de cette lune ont été prises dans les années 1970. Sa surface est principalement constituée de glace d'eau. La surface d'Europe est creusée de longues fractures, souvent larges d'1 kilomètre, qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elles se sont probablement formées lorsque la croûte s'est écartée sous l'effet des forces de marée dans le mystérieux océan qui se trouve sous la surface. En 2012, les scientifiques ont découvert des panaches de vapeur d'eau en éruption près de son pôle sud, s'élevant jusqu'à 200 km d'altitude. Ces panaches peuvent nous aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur d'Europe sans avoir à y atterrir. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un magnifique océan caché à 15 à 25 km sous la surface solide. Cet océan pourrait avoir une profondeur de 65 à 160 km. Même s'il ne fait que 1/4 du diamètre de la Terre, il contiendrait 2 fois plus d'eau que tous nos océans réunis. Cet océan est un environnement potentiel pour certaines formes de vie. Les scientifiques pensent que toute la croûte de glace flotte sur cet océan. Elle fait probablement une rotation complète autour d'Europe une fois tous les 12 000 ans. Sur l'image prise par le vaisseau spatial Galileo, on peut voir de petites taches marron foncé. Elles font 10 km de large et se sont formées lorsque des matériaux chauds et moins denses sont arrivés à la surface. Ils ont soit poussé la croûte, soit ils l'ont entièrement traversée. La surface d'Europe est constituée de terrains dits chaotiques. Ce sont des zones rugueuses entourées d'une surface plus lisse. Son équateur pourrait être recouvert de pointes de glace appelées pénitentes qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Nous en avons aussi sur Terre, surtout dans les zones sèches à haute altitude. Mais aucune d'entre elles n'est aussi grande que celle d'Europe. Notre Lune compte plus de 5000 grands cratères d'un diamètre de plus de 25 km. La surface d'Europe manque de cratères d'impact
et ne semble pas avoir plus de 50 millions d'années. Cela signifie que la surface d'Europe change et se reforme en permanence. Cette lune est glacée et est l'un des objets spatiaux solides les plus lisses de notre système solaire. Pour cette raison, elle est 5 fois plus brillante que notre lune. Europe est soumise à un souffle constant de radiation provenant de Jupiter. Il est tellement fort que nous ne tiendrions même pas une journée là-bas. Europe est 5 fois plus éloignée du centre de notre système solaire que la Terre, ce qui signifie qu'elle ne reçoit presque pas de chaleur du Soleil. Elle peut donc rester gelée, puisque la température moyenne est de moins 160 degrés Celsius à l'équateur et de moins 220 degrés Celsius au pôle. Il y a environ 40 ans, la sonde spatiale Voyager 1 s'est approchée de la lune rocheuse Io et a découvert que c'est une championne volcanique de notre système solaire. Io est la 5e lune la plus proche de Jupiter. Elle a 4,5 milliards d'années, presque le même âge que Jupiter elle-même. Sa taille est similaire à celle de notre lune et elle a même une densité et une gravité similaires. De nombreuses lunes de notre système solaire sont composées de silicates et de glace d'eau. Mais Io est faite de roches de fer et de silicates. Tu pourras voir de magnifiques aurores polaires sur Io. Comme cette lune tourne autour de Jupiter, les aurores changent de luminosité en permanence, mais elles sont toujours là. Io est relativement proche de Jupiter, à près de 420 000 km au-dessus du sommet de ses nuages. Si tu pouvais te tenir sur Io et regarder Jupiter, elle apparaîtrait presque 40 fois plus grosse que notre lune dans le ciel. Observer les étoiles là-bas serait incroyable. Io a besoin de 42,5 heures pour tourner autour de Jupiter. Notre Lune a besoin de presque un mois. À certains moments, l'effet de marée d'Io peut atteindre jusqu'à 100 mètres. C'est similaire à ce que nous avons sur Terre. La gravité de notre Lune provoque des marées océaniques. Io n'a pas d'océan, mais le sol lui-même bouge. Il monte et descend. Un peu comme un ascenseur qui monte et descend dans un immeuble de 30 étages. La gravité de Jupiter et de ses autres grosses lunes affecte Io. C'est pourquoi les marées du sol solides à sa surface sont plus de 5 fois supérieures aux plus hautes marées océaniques de notre planète. Tout cela rend Io si chaude à l'intérieur que certains de ses matériaux internes fondent, bouillonnent et tentent de s'échapper par tous les moyens possibles. Cela finit par créer un trou dans le sol qui se transforme ensuite en volcan. En termes volcaniques, Io est le corps le plus actif de notre système solaire. Elle en compte plus de 400, dont 150 sont en éruption permanente. Certains d'entre eux projettent leur panache de gaz chaud à 320 km dans l'espace. Il serait difficile de s'y promener car il s'agit essentiellement d'un monde assez intense de plaines inondées de roches liquides, d'énormes coulées de lave, de multiples lacs de lave et de montagnes géantes qui s'effondrent. Ganymède, la plus grande lune connue du système solaire, abrite aussi le plus grand océan d'eau. Elle est 26% plus grande que Mercure en termes de volume, mais elle est moins dense. Cette lune géante possède une épaisse croûte de glace d'eau de 145 km de profondeur. Il pourrait y avoir un énorme océan d'eau liquide en dessous, s'étendant sur 100 km de profondeur, ce qui est environ 10 fois plus profond que le point le plus profond des océans sur Terre. La sonde spatiale Voyager y a aussi détecté des calottes polaires faites de givre d'eau. Ganymède est composée à moitié de roches et à moitié d'eau, y compris de minuscules quantités de métaux et de glace. Son atmosphère est très fine et ne contient pas d'oxygène. Son océan ne contient très probablement pas de vie. La Terre est un excellent exemple de la façon dont certains microbes et créatures peuvent survivre en profondeur sans la lumière du Soleil. Mais l'océan de Ganymède est si profond et la pression est si forte que l'eau au fond est probablement comprimée et redevient de la glace. Certaines formes de vie dans les zones les plus profondes de notre océan survivent grâce aux évents géothermiques qui éjectent des minéraux. Comme il y a probablement une épaisse couche de glace entre l'océan et le noyau, ce n'est pas le cas sur Ganymède. Mais l'océan y est salé et comporte plusieurs couches divisées par des couches de glace. S'il y a la moindre chance d'y trouver une forme de vie, elle pourrait se trouver dans la partie où le noyau rocheux est en contact avec la couche glacée la plus interne. Sans toute cette eau et cette glace, Ganymède est la seule lune de tout le système solaire à posséder un champ magnétique. Cela est rendu possible par son noyau liquide.
Ganymède fait le tour de Jupiter environ une fois tous les 7 jours. Son orbite est excentrique, c'est-à-dire qu'à certains moments, elle est plus proche de Jupiter. Ganymède, Io et Europe ont des forces gravitationnelles qui s'influencent mutuellement. Le temps que Ganymède tourne autour de Jupiter une fois, Europe effectue 2 orbites et Io en fait 4. Un tiers de la surface de Ganymède contient de grandes régions sombres, tandis que les 2 autres tiers sont plus clairs. Les zones sombres sont plus anciennes et contiennent plus de cratères. Les zones plus claires ont de longues crêtes et des rainures d'environ 700 mètres de haut et des milliers de kilomètres de long. Callisto, la 3e plus grosse lune du système solaire, avec 4800 km de diamètre, a besoin de 17 jours terrestres pour tourner autour de Jupiter. Son atmosphère est très fine, sa surface comporte de nombreux cratères d'impact, mais son ancienne croûte est essentiellement la même depuis plus de 4 milliards d'années. Lorsqu'une planète est géologiquement active, comme la Terre, certaines choses peuvent effacer la plupart des preuves des impacts passés. L'eau, les volcans, les mouvements des plaques tectoniques, l'activité humaine et le temps. Tout cela modifie la surface. Callisto n'a connu aucun de ces phénomènes. Les scientifiques pensent que cette lune était autrefois un monde océanique qui a fini par geler. Elle a été frappée par des météores de temps en temps, mais elle est globalement restée intacte. Pourtant, elle possède des cratères assez impressionnants, comme Valhalla, le plus grand cratère à anneaux multiples de notre système solaire, qui mesure 4000 km de diamètre. Les principaux cratères sur Callisto contiennent plus d'anneaux que ceux des autres corps célestes. Ce qui a frappé cette lune était suffisamment gros pour avoir perforé la fine croûte, ce qui a permis à l'eau de se répandre à la surface. Et sous cette fine croûte, il pourrait y avoir un océan salé ou de la glace molle. La sonde spatiale Galileo a détecté que le champ magnétique de Jupiter ne pouvait pas traverser cette lune, probablement à cause d'une couche d'eau d'au moins 10 km d'épaisseur. C'est pourquoi il est difficile d'explorer Callisto. Les lunes comme Europe ont des évents qui éjectent l'eau des océans souterrains. Mais pour explorer Callisto et en découvrir davantage sur son passé, il faudrait utiliser la méthode ancienne, creuser à travers la croûte. Si nous voulions explorer les parties extérieures de notre système solaire, Callisto serait un endroit idéal, car les radiations de Jupiter ne l'atteignent pas. Nous y serions donc plus en sécurité que sur certaines autres lunes intérieures. Mercure. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un énorme astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Boum! Des fragments volent dans toutes les directions avec l'onde de choc. Après que la poussière soit retombée, nous voyons un cratère qui fait presque la taille du lac Ontario. Mais le plus intéressant, c'est la forme de ce cratère. Il ressemble à une araignée. Un corps rond au centre et plusieurs pattes tout autour qui pointent dans différentes directions. Et le plus étrange, c'est que les pattes d'araignée ne sont pas tout à fait alignées avec le centre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un tel paysage a pu se former. Certains pensent que l'image de l'araignée est apparue là bien plus tôt et que la météorite tombant presque en son centre n'était qu'une coïncidence. Mais nous n'avons toujours pas d'explication claire sur la façon dont de telles fissures ont pu apparaître à la surface de Mercure. Un autre mystère sur Mercure concerne son origine en tant que planète. Selon une théorie, elle était autrefois la lune de Vénus, mais au fil du temps, elle aurait succombé à la gravité du Soleil. Notre étoile aurait littéralement arraché Mercure à l'orbite de Vénus, et la petite planète se serait mise à graviter autour de lui. Ce qui pourrait prouver cette théorie, ce sont les périodes de rotation de Mercure et de Vénus. Mercure perd progressivement de sa vitesse de rotation. Un jour sur cette planète équivaut maintenant à 58 jours terrestres, et cela augmente sans cesse. En même temps, après qu'elle ait perdu son pesant satellite, Vénus s'est mise à tourner un peu plus rapidement. Selon une autre théorie, Mercure serait entré en collision avec Vénus peu après l'apparition du système solaire. À cette époque, Mercure était légèrement plus grande que ce qu'elle est devenue par la suite. Mais alors, sa collision avec Vénus lui a fait perdre une partie de sa croûte, et un peu plus tard, Vénus a recueilli ses débris. Mais les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment Mercure s'est formé. Uranus, une géante gazeuse à 18 distances Terre-Soleil de notre planète. Cette planète semble calme comparée à d'autres géantes comme Jupiter avec ses tempêtes grosses comme la Terre. Et pourtant, Uranus possède elle aussi quelque chose d'inhabituel et d'unique. Cette tache sombre, par exemple, a été détectée par le télescope Hubble en 2006. À l'époque, elle faisait presque 2 fois la taille de l'Alaska. Quelques années plus tard, des points lumineux y sont apparus.
Il s'est avéré qu'il s'agissait de nuages de méthane qui se déplaçaient à la surface de la planète à une vitesse de 480 km/h. Mais nous ne savons pas exactement ce qui provoque de telles tempêtes sur Uranus. Nous pourrons peut-être résoudre ce mystère en nous penchant sur un autre aspect énigmatique d'Uranus. Cette planète tourne sur elle-même, couchée sur le côté. Si tu regardes l'axe de notre planète, tu verras qu'il est vertical et seulement à peine incliné. C'est la même chose pour la plupart des planètes de notre système solaire. Mais pas pour Uranus. Son axe est presque horizontal et pointe vers le Soleil. L'un des pôles d'Uranus est entièrement éclairé presque tout le temps. Le jour polaire sur la planète dure 42 années terrestres. Lorsque l'inclinaison de l'axe d'Uranus vient à changer, le jour polaire commence de l'autre côté de la planète. Le pôle jusque-là éclairé plonge dans l'obscurité pendant 42 ans. Ce changement de saison peut provoquer de graves tempêtes à la surface de la planète. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Uranus est couché sur le côté. Peut-être qu'il y a des milliards d'années, la géante gazeuse est entrée en collision avec plusieurs astéroïdes qui étaient sur le point de devenir de jeunes planètes. De telles protoplanètes, dont la taille et le poids auraient été similaires à ceux de la Terre, auraient pu faire basculer Uranus après s'être écrasé sur elle. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Passons maintenant à Europe, la lune de Jupiter. Le grand mystère ici est de savoir s'il y a de la vie sur cette lune. Les scientifiques n'excluent pas une telle possibilité. Tout ce que l'on peut voir à la surface de cette lune, c'est de la glace. Les rayures que l'on y aperçoit sont en fait de longues et larges fissures. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que cette lune n'était rien de plus qu'un bloc de glace. Mais maintenant, ils pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Le noyau d'Europe est chauffé par les forces marémotrices de Jupiter. Ce noyau chaud fait fondre la glace qui l'entoure, donc il pourrait vraiment y avoir un immense océan sous cette croûte de glace. Comme l'eau est la base de la vie, différents micro-organismes pourraient y exister, mais nous ne le découvrirons que si nous y envoyons une sonde. Il nous faudra forer au travers de 2 douzaines de kilomètres de glace solide et chercher dans un océan 2 fois plus grand que tous les réservoirs d'eau sur Terre. Regarde maintenant la lune de Saturne, Titan. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle est 50% plus grande que le satellite naturel de la Terre. C'est le seul endroit de notre système solaire, autre que la Terre, où l'existence d'eau liquide ait été prouvée. Mais la chose la plus intéressante à propos de Titan est son atmosphère. Elle a une épaisseur de 400 km. Cette distance est presque 40 fois plus grande que l'altitude de croisière moyenne des avions commerciaux sur Terre. Et elle est composée à 95% d'azote. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est composée à 79% d'azote, ce qui signifie qu'elles sont assez similaires. Le mystère est que personne ne sait comment cette atmosphère est apparue là. Une théorie suggère qu'il y a de nombreuses années, des météorites venaient s'écraser sur la surface de Titan presque sans interruption. Des roches massives entraient en collision avec la croûte, augmentant la pression et les températures sur cette lune. Dans de telles conditions, l'ammoniac présent dans l'air s'est décomposé en azote et en hydrogène. L'azote, qui est lourd, est tombé sur la surface de Titan, tandis que l'hydrogène, plus léger, s'est élevé et s'est répandu dans l'espace. Mais certains scientifiques contestent cette théorie. Un autre mystère du système solaire concerne l'étoile hypothétique Némésis et son existence réelle. Si tu regardes toutes les étoiles de notre galaxie, tu découvriras que la plupart d'entre elles sont jumelées, ce qui signifie que 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Statistiquement, le Soleil devrait donc lui aussi avoir un compagnon. Certains scientifiques ont donc émis l'hypothèse que les plus grandes extinctions de masse sur Terre étaient liées à un objet mystérieux dans l'espace. Ils ont suggéré qu'il y avait une naine rouge quelque part à moins d'1 année-lumière et demie du centre de notre système solaire, et qu'à chaque fois que cette étoile naine s'approchait du nuage d'astéroïdes, cela perturbait ces voyageurs de l'espace. Chaque fois que cela s'est produit, plusieurs astéroïdes ont été lancés vers la Terre et ont provoqué une extinction massive. Mais cette étoile n'a pas encore été découverte, et de nombreux scientifiques remettent en question cette hypothèse. Maintenant, regardons à l'extrême limite du système solaire. Un photon de lumière doit voyager pendant 1 an pour arriver jusqu'ici. Les scientifiques pensent que le nuage d'Oort existe dans cette zone. C'est une région hypothétique où des tonnes d'astéroïdes et de blocs de glace se rassemblent en nuages. C'est l'endroit le plus éloigné où la gravité du Soleil est encore un effet. On peut supposer que ce nuage sphérique entoure le système solaire. On pense que c'est de cette région que proviennent les comètes à longue période. Elles traversent le système solaire et retournent ensuite dans le nuage d'Oort. Ce voyage peut prendre des milliers d'années. Encore plus excitant, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché dans cette région. Certains scientifiques affirment qu'elle pourrait faire 4 fois la taille de Jupiter.
Jusqu'à présent, aucune recherche n'a confirmé son existence. Bien que le nuage d'Oort soit encore considéré comme hypothétique, certains scientifiques pensent que les comètes de cette région sont responsables des principales extinctions de masse sur Terre. Maintenant, allons au-delà des frontières du système solaire. Là-bas, à 1500 années-lumière de la Terre, se trouve le trou noir le plus proche de notre planète. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils attirent non seulement la matière, mais aussi la lumière. Plus encore, ils ralentissent le temps. Une fois qu'un objet se retrouve piégé dans la gravité d'un trou noir, il ne peut plus s'en échapper. La lumière et la matière se déposent progressivement près de l'horizon des événements et disparaissent bientôt dans l'obscurité infinie. Le temps s'écoule différemment ici. Une minute près d'un trou noir sera égale à plusieurs semaines sur Terre. Le plus grand mystère est de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur des trous noirs. Certains affirment qu'il n'y a rien d'autre qu'une pression écrasante qui détruit tout ce qu'elle rencontre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir de portails vers une autre dimension ou que ce sont des trous de verre menant à d'autres endroits dans l'univers. Si c'était vrai, les trous blancs existeraient aussi, les portails de sortie des trous noirs et des trous de verre. Mais aucun trou blanc n'a été trouvé jusqu'à présent. Maintenant, que dirais-tu d'aller à la frontière hypothétique de l'univers ? On l'appelle le vide de l'Éridan. Si tu regardes la carte de l'univers, tu verras un point froid, vide, d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Toute la galaxie de la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de diamètre. Le principal mystère est de savoir comment cette tache est apparue. Une théorie affirme que ce vide est la cicatrice laissée par la collision de deux univers parallèles. Imagine que les univers soient des bulles géantes, et un jour, deux de ces bulles sont entrées en collision. Alors l'univers parallèle à notre bulle nous a arraché plusieurs galaxies. Pour l'instant, c'est la seule explication qui permette de comprendre comment un vide froid aussi immense a pu apparaître dans notre univers. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos.
Ce dernier est complètement couvert de rainures et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare, mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre.
Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars.